Les déchets organiques sont composés de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène. La plupart, issus de la mort des êtres vivants animaux ou végétaux, sont généralement détruits et digérés par les bactéries. Mais certains se déposent au fond des mers fermées, des lagunes, des lacs, des deltas ou d'autres milieux aquatiques pauvres en oxygène. Ils sont ainsi protégés de l'action des bactéries. Là, les matières organiques se mélangent à des sédiments, sable, argile, sel, et s'accumulent par couches successives pendant des millions d'années. Les couches les plus anciennes se trouvent ainsi enfouies sous les plus récentes. Par leur propre masse, ces couches sédimentaires s'enfoncent naturellement. Le phénomène de tectonique des plaques, en agitant le manteau de la Terre, les casse et les entraîne plus profondément dans l'écorce terrestre. Plus les couches sédimentaires s'enfoncent, plus la température et la pression augmentent. Des réactions chimiques éliminent alors les atomes d'azote et les restes d'oxygène. Ils ne laissent que des molécules formées de carbone et d'hydrogène qui constituent les hydrocarbures liquides et gazeux. Ces derniers se retrouvent au sein d'une roche appelée roche-mère. Ces hydrocarbures vont se déplacer sous terre, car plus légers que l'eau, ils ont tendance à remonter vers la surface de la Terre. Si rien ne les arrête, ils s'échappent et suintent à la surface ou bien se solidifient en bitume en perdant leurs constituants volatiles. Mais si au cours de leur migration, les hydrocarbures rencontrent une couche imperméable qu'on nomme la couverture, ils sont piégés en dessous dans les interstices microscopiques et les fissures d'une roche, dite roche-réservoir. Dans cette roche-réservoir, la partie gazeuse des hydrocarbures remonte lentement au-dessus du pétrole, en repoussant vers le bas la nappe d'eau. Un géologue soupçonnera-t-il quelques dizaines de millions d'années plus tard l'existence de ce piège et ainsi découvrir un gisement de pétrole ou de gaz? Le pétrole est-il toujours de l'or noir? Historiquement, les gisements de pétrole les plus vastes étaient contrôlés par une poignée de pays exportateurs. Arabie Saoudite, Venezuela ou Iran par exemple. En 1960, ils ont fondé l'OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole, pour mettre en place des mécanismes de régulation des prix et s'assurer de meilleurs revenus. En limitant les quantités de pétrole exportées, la marchandise devient plus rare et plus chère. Le prix du baril a atteint un pic à 150 $ en 2008, notamment en raison d'une forte demande en Chine. Cette flambée des prix a permis à des producteurs hors de l'OPEP, comme les États-Unis, de rentabiliser de nouveaux investissements pour extraire du pétrole offshore avec des technologies plus coûteuses. Au milieu des années 2010, cela a propulsé les producteurs américains au premier rang mondial, aux côtés de l'Arabie Saoudite et de la Russie. Le marché du pétrole étant alors en surproduction, les mécanismes de régulation de l'OPEP n'ont plus fonctionné. Les prix ont donc chuté à partir de 2014 jusqu'à moins de 50 $ le baril. L'Arabie Saoudite espérait qu'avec cette forte baisse, les États-Unis ne seraient plus capables de rentabiliser leurs coûts de production, mais les Américains ont résisté et le prix du baril est resté bas. La demande de pétrole subit également des changements. Les pays émergents, qui suivaient un modèle industriel gourmand en pétrole, s'engagent de plus en plus dans des mesures environnementales. La Chine, par exemple, investit beaucoup dans le développement des véhicules électriques, avec une volonté d'interdire les véhicules à essence d'ici 2030. En France, la loi de transition énergétique veut réduire de 30% la consommation d'énergie fossile en 2030. Les USA, qui détiennent d'immenses réserves de gaz de schiste, pourraient bien réduire leur consommation de pétrole et investir dans le développement de véhicules au gaz. Tous ces éléments indiquent que le prix du baril devrait stagner entre 50 et 60 $ pendant quelques années. Cela représente une économie considérable pour les pays importateurs, comme la France, mais aussi un manque à gagner pour les pays exportateurs. L'Arabie Saoudite a les moyens d'investir dans la transition énergétique pour être moins dépendante du pétrole.
Ce n'est pas le cas des pays qui espéraient émerger grâce à leurs gisements, comme le Venezuela ou l'Algérie. Pour eux, les conséquences économiques et géopolitiques sont lourdes et pourraient entraîner une instabilité et favoriser des flux migratoires. La pollution des océans par le pétrole est un fléau qui affecte profondément la faune et la flore maritime. Le grand public ne s'y intéresse que quand des accidents spectaculaires surviennent, un pétrolier qui se brise ou une plateforme qui explose. Des nappes de pétrole dérivent alors vers les côtes et tuent les oiseaux de mer et les mammifères marins. Mais ces naufrages ne représentent qu'environ 10% de la pollution maritime mondiale par les hydrocarbures. La plus grande part provient de rejets volontaires des navires ou des activités industrielles sur la côte. L'impact écologique diffère selon l'environnement. En haute mer, la pollution est limitée et le nettoyage plus facile, la nappe de pétrole s'alourdit, coule vers le fond, se dissémine et devient inoffensive. Spectaculaire sur une côte rocheuse ou une vaste plage, l'impact d'une marée noire est souvent important pour la faune, mais la plupart du temps, les vagues nettoient l'écosystème en une année. Plus sensibles sont les barrières de corail. Le pétrole peut y rester collé 10 ans, causant des dégâts la plupart du temps irréversibles. Et quand les hydrocarbures s'écoulent dans des forêts de mangroves ou sur des prés salés, la pollution menace pendant plus de 20 ans.